En 2024, un nouveau chapitre s'ouvre pour l'Europe avec les élections européennes et une nouvelle mandature de la Commission européenne. La délégation des barreaux de France et Lefebvre d'Alloz poursuivent leur collaboration en vous proposant un podcast qui donne la parole aux personnalités qui contribuent à l'Europe du droit. Aujourd'hui, dans l'Europe à la barre, Hélène Bier, directrice des affaires publiques de la DBF à Bruxelles, reçoit Stéphanie Yoncourtin, avocate députée européenne depuis 2019. Bonjour Stéphanie Yoncourtin. Bonjour. Vous êtes eurodéputée au Parlement européen depuis 2019, avocate de formation. Vous avez exercé dans différents cabinets à Paris. Comment votre formation puis votre expérience comme avocate vous ont-elles préparée et amenée à votre rôle actuel de législatrice européenne ? Tout d'abord, merci de me recevoir. On n'est pas extrêmement nombreux à avoir été avocat, à être avocat de formation et parlementaire européen. Pourtant, il y a un point commun qui est au-delà de la technicité, très clair, le fait de représenter des intérêts. Quand vous êtes avocat, bien évidemment, vous représentez les intérêts de votre client, que ce soit un particulier, une entreprise. Alors moi, effectivement, j'étais spécialiste en droit de la concurrence européen, droit des affaires, donc plus pour les entreprises. Et puis lorsque vous êtes eurodéputé, vous changez de casquette, mais pour autant, vous restez quelqu'un qui est mandaté, qui est élu pour représenter les intérêts de cette fois-ci des Français, mais aussi des 450 millions de citoyens européens, et donc qui sont aussi des entreprises et bien évidemment des particuliers. Et donc ça, je pense que c'est le point commun qui fait que vous avez toujours la même envie, la même casquette de défendre, de porter des valeurs, des intérêts, et cette fois-ci beaucoup plus large, mais extrêmement intéressant. Alors au-delà effectivement de ce profil qui est assez commun d'endosser le rôle de la défense, il y a forcément une technicité. Et le fait qu'en tant que co-législateur, vous êtes amené à travailler, à faire voter des textes de loi, et donc ces textes de loi qui sont l'essence même, le cœur de métier, si je puis dire, d'un avocat qui également doit s'y plonger très régulièrement, les connaître. Et donc c'est en ça que ça prépare bien d'avoir été avocat et eurodéputé. C'est en fait assez complémentaire et très intéressant parce que bien évidemment, j'ai également je suis élue et j'ai été maire, et c'est aussi une autre fonction de défense de ces administrés, et j'aime beaucoup porter la voix de celles ou de ceux qui peuvent pas forcément le faire ou qui peuvent moins le faire, et en tout cas défendre les autres. Je crois que ça reste vraiment une mission essentielle. Est-ce qu'il y a un souvenir en particulier ou une expérience où justement votre compétence et votre profil d'avocate a été déterminant dans vos fonctions législatives ? Oui, il y en a eu plusieurs, à vrai dire, mais si je dois en retenir peut-être deux qui sont assez complémentaires, c'est tout d'abord, lorsque je suis arrivée en 2019, premier rôle qui m'était fait, c'est celui de rapporteur sur le rapport justement de la politique européenne de concurrence qui se fait tous les ans. Et là, à ce titre, quand j'ai défini les priorités majeures, il y en avait 5, notamment la régulation des géants du numérique, j'ai vraiment eu à cœur à la fois me souvenir de mon travail d'avocate et de la représentation des entreprises qui ne pouvaient pas toujours, face aux géants de la tech, se défendre de la longueur des procès, des enquêtes et des procédures pour mener parfois à des sanctions très peu efficaces, pas toujours appliquées, et des grosses problématiques sur les marchés liées à la domination de ces géants. Et donc, ça m'a beaucoup aidée, et c'est encore une fois la nécessité de connaître les contraintes de l'autre. Et je crois que quand on est élu, député européen, tout comme quand on est avocat, on doit être empathique. Empathique, c'est pas uniquement le côté bienveillant, mais c'est véritablement connaître les contraintes, connaître la vie, les intérêts des autres pour mieux appréhender les choses de façon plus globale. Pendant vos études de droit, vous avez pris part au programme Erasmus à Bristol, en Angleterre. Quelle différence d'approche et de culture juridique avez-vous pu observer entre le droit continental et le droit anglo-saxon ? Je crois qu'au-delà du droit anglo-saxon, celui de la common law, qui effectivement se réfère beaucoup plus à la jurisprudence, et je l'ai vu également à travers mes collègues Libdem et mes collègues britanniques, alors qu'ils sont hélas pas restés très longtemps puisqu'il y a eu le Brexit, il y a un pragmatisme qui en fait finalement se décèle à la fois et qui vient notamment de cette culture de la common law. Il y a un pragmatisme dans la façon dont les textes
sont appréhendées, les situations sont appréhendées. Je crois que nous, on est parfois un peu plus doctrinaux. Et donc, on pourrait être un peu taxé parfois de dogmatique. Et je trouve que c'est moi ce qui m'a beaucoup aidé, notamment pendant cette période Erasmus. Alors non seulement parce que c'est Erasmus et que je crois que c'est une extrême richesse que nous puissions bénéficier de ce programme. Malheureusement, les jeunes ne peuvent plus bénéficier d'Erasmus au Royaume-Uni depuis le Brexit. Mais je crois qu'au-delà de ça, c'est vraiment ce mélange de culture avec nos amis britanniques et avec le monde anglo-saxon qu'on retrouve également dans d'autres nationalités. Moi, je trouve que les Maltais également ont aussi bien qu'il soit, ce soit un pays qui soit plus au sud, ont aussi cette culture plus pragmatique. Comment vous voyez le rôle prépondérant des décisions des tribunaux dans l'évolution des réponses du droit, dans l'interprétation et l'application des textes ? Je crois qu'il commence à y avoir un changement majeur. C'est celui déjà qu'on trouve dans les lignes qui bougent, dans les textes. Je vais prendre par exemple le droit de la concurrence que je connais, qui finalement avait, à travers la modification de certains textes, comme la définition du marché pertinent, finalement va englober des problématiques et des préoccupations qui n'étaient pas du tout celles qu'on avait en tête, à savoir notamment les problématiques sociales, les problématiques environnementales, et les tribunaux vont se trouver également confrontés à ce genre de préoccupations. Il va donc y avoir une ouverture et je crois que les concepts juridiques ne vont pas être les seuls finalement pour les puristes du droit. Alors là, je reprends en l'occurrence les puristes du droit de la concurrence. Il va y avoir, je crois, une appréhension beaucoup plus globale des sujets avec, à mon sens, une échelle beaucoup plus large des raisonnements juridiques qui ne seront pas basés juste sur des considérations purement juridiques. Je vous ai parlé de peut-être dogmatisme tout à l'heure et de pragmatisme, et je crois que c'est ça aussi, cette influence anglo-saxonne qui, même si nos amis voisins britanniques sont partis, reste et demeure malgré tout empreinte et importante, pas dominante, mais elle reste aussi importante dans les décisions européennes, à la différence des décisions purement nationales en France, par exemple. Parlons maintenant concurrence. Dans une vie antérieure, vous avez exercé à l'Autorité française de la concurrence et vous êtes, sous cette mandature, membre de la Commission des affaires économiques et monétaires, la Commission Econ. Les règles européennes en matière de concurrence peuvent parfois être vues par les entreprises européennes comme un frein par rapport aux opérateurs économiques hors UE. Comment voyez-vous les choses ? Et est-il venu le temps d'un changement de paradigme de cette politique de concurrence européenne ? C'est vrai que le cas Alstom-Siemens a été vécu comme un vrai traumatisme, symbole finalement d'une application rigide d'une règle de concurrence sans tenir compte de la réalité. Je vous parlais tout à l'heure de l'exemple de la définition de la révision des règles relatives à la communication sur la définition du marché pertinent. C'est une des conséquences d'Alstom-Siemens où on a estimé que la Commission avait tout faux, qu'il fallait revoir les règles, les appréhender à l'aune des nouveaux défis qui se posent, des défis de concurrence mondiale, de problématiques environnementales et sociale. Et ça a été véritablement, j'allais dire, peut-être un peu le wake-up call d'une nouvelle politique de concurrence, un nouveau réveil en 2019. Les différentes crises, que ce soit la pandémie, la guerre en Ukraine, ont montré malgré tout à quel point la politique de concurrence a été extraordinairement importante, n'a pas été un frein, contrairement à ce que certains tenants disaient. Quand on est arrivé en 2019, il y avait encore ce sujet tabou de la politique industrielle versus contre la politique de concurrence. Or, en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait faire feu de tout bois et il ne fallait pas travailler en silo, mais bien au contraire, travailler ensemble, et que politique industrielle, politique de concurrence étaient vraiment les deux faces d'une même pièce en termes de compétitivité et de souveraineté. Et les aides d'État ont été, via les différents cadres temporaires, extrêmement importantes. Surtout, on a mis fin à la naïveté, alors j'allais dire de gré ou de force, ou peut-être de force, grâce aux nouveaux règlements sur les subventions étrangères,
étrangères. Je parlais d'aide d'État et c'est véritablement ce texte d'aide d'État élargi finalement aux subventions d'entreprises étrangères qui jusqu'à présent n'avaient aucune limite, contrairement aux nôtres. Et donc on impose désormais un cadre strict à nos entreprises sur le marché unique pour des raisons légitimes de concurrence. Et donc il ne faut plus laisser nos entreprises européennes, nos entreprises étrangères largement subventionnées. On a mis fin en fait à un vide juridique. Donc là véritablement les choses bougent beaucoup. Je vous ai parlé d'une approche beaucoup plus dynamique du droit de la concurrence. Est-ce qu'il y a un changement de paradigme ? Eh bien oui, moi je pense que depuis 2019, de la même façon que les crises ont énormément bousculé, changé l'Union européenne, depuis 2019, d'abord les feuilles de route de nos deux commissaires, j'en ai parlé, mais Thierry Breton et Margrethe Vestager ont vraiment articulé politique de concurrence et politique industrielle. On avait jusqu'à présent, et si des avocats et juristes en droit de la concurrence m'écoutent, ils le savent bien, on avait jusqu'à présent vraiment une claire opposition entre ces deux politiques. Et depuis ce cataclysme dont on a parlé tout à l'heure, Alstom-Siemens, et de cette fusion avortée, je l'ai dit, il y a eu de nombreux changements qui ont été faits. Nouvelle définition du marché pertinent, nouvelle ligne directrice sur ces projets d'intérêt européen commun. Vous pourriez nous en dire un mot parce que c'est déjà un premier pas puisque c'est des projets donc, qui permettent ponctuellement de déroger aux règles de concurrence. Est-ce que vous pouvez dire en quoi ça consiste ? C'est un peu, c'est l'Airbus de la batterie récemment, hein, donc c'est vraiment parier sur ces partenariats européens qui permettent finalement d'associer des entreprises publiques-privées, des grandes, des plus petites, pour des espèces de consortiums européens et qui effectivement, grâce au droit de la concurrence, deviennent finalement des champions industriels et de faire émerger ces fameux champions européens dont on parle. C'est vraiment très important et je crois qu'on voit bien que ici, tous les outils doivent être utilisés. Cette boîte à outils, elle existe. Il ne faut pas les opposer, il faut travailler ensemble. On a notamment le CHIPS Act qui a mobilisé un investissement de 43 milliards d'euros d'investissement, je l'ai dit tout à l'heure, public et privé, pour créer une industrie de semi-conducteurs forte en Europe. Et donc tout ça agit comme un réveil industrielle, cette fameuse réindustrialisation de l'Europe, avec la possibilité chez nous de se préparer à la fois des pénuries de puces et de renforcer également les activités industrielles et manufacturières de l'Union européenne. On voit bien qu'on va beaucoup plus loin que ces espèces de politiques qui travaillaient, qui étaient parfois opposées, mais qui étaient très parallèles pour justement faire en sorte d'avancer et de concourir à ces objectifs qui sont ceux de la compétitivité, de la souveraineté européenne dans des secteurs stratégiques, dans les technologies futures. Un mot des accords de libre-échange maintenant, qui font beaucoup parler d'eux. Certains s'inquiètent de leur contenu. Le Sénat français s'est récemment opposé à la ratification par la France du CETA, le traité de libre-échange UE-Canada. Vous êtes justement présidente de la délégation du Parlement européen pour les relations avec le Canada. Pourriez-vous nous aider à y voir plus clair et mieux comprendre ce qui se joue ? J'entends bien évidemment, et je suis aux côtés des agriculteurs sur cette période de crise qui traverse depuis un beau moment et sur les difficultés d'application de certains accords de libre-échange. Donc nous, on voudrait que ce soit des accords de plus juste échange, des accords de réciprocité. Sur le CETA, l'accord qui a été signé il y a 7 ans et qui est entré en vigueur depuis lors provisoirement, si je puis dire, on a entendu beaucoup de choses fausses et il faut rappeler que le bilan de cet accord est largement favorable à la fois pour l'Union européenne et pour la France, donc il est déjà appliqué à 90%. C'est d'abord un bilan positif pour nos agriculteurs, alors certes pas toutes les filières, mais si on prend notamment les viticulteurs et les producteurs de lait, c'est plus de 33% d'exportations françaises depuis cet accord, c'est 24% en plus pour les viticulteurs, 60% pour notre lait. Et moi, qui viens d'une région, la Normandie, qui est une des premières régions productrices de lait en France et en Europe, je ne sais pas ce que je peux aller dire à nos agriculteurs avec un refus de voter le CETA par le Sénat dans une espèce de mariage de la carpe, du lapin et de espèce de mariage
mariage de simple posture politique. Je trouve qu'à un moment, il faut, et j'ai parlé de dogmatisme tout à l'heure, et je crois que là, on y est en fait. Je crois qu'il faut faire œuvre de pragmatisme. On ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Les importations de viande canadienne dont on avait légitimement peur sont négligeables. Ça représente 0,034% de la consommation française. Donc, ceux qui ont voté contre, finalement, défendent pas l'agriculture française. Et je l'ai dit, et je le pense, c'est un vote qui met en difficulté nos producteurs. Et en mettant en difficulté nos producteurs, c'est des milliers d'emplois locaux qui, finalement, sont mis en péril. Donc, je crois qu'il faut arrêter la démagogie. On a besoin, et c'est vrai, et les accords votés à ce stade ne sont pas tous favorables, on a besoin de clauses miroirs, ces fameuses clauses de réciprocité. C'est la raison pour laquelle, notamment pour le Mercosur, nous, notre délégation, notre groupe, notre délégation s'oppose, et la France, par la voix du président de la République, s'oppose à ce stade à la signature du Mercosur. Pour revenir sur le CETA, juridiquement, en fait, il suffit qu'un seul Parlement national, finalement, refuse pour que l'accord tombe à l'eau. Est-ce que vous craignez un effet boule de neige ? C'est quoi les prochaines étapes par rapport à ce vote récent et à venir ? Les prochaines étapes, c'est que d'abord en France, l'Assemblée nationale est à se prononcer. Donc ça, il revient maintenant aux assemblées d'en discuter respectivement. Ça, c'est la première chose. Vous avez vu que dans l'attente, le texte est toujours applicable. Et surtout, la France n'est pas la seule à ne pas l'avoir ratifié. Et le texte est toujours provisoirement, si je puis dire, appliqué. Et je trouve que c'est une chance parce que qu'est-ce qu'on va aller dire à nos agriculteurs qui sont en pleine crise, s'ils doivent en plus réduire leur production, se passer d'un marché considérable avec le Canada. Pardon, mais si on ne peut pas commercer avec le Canada, avec qui peut-on le faire ? Quand je disais qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il y a dans cet accord d'autres secteurs stratégiques, notamment tout ce qui concerne les minerais, les matériaux précieux, le lithium ou d'autres dont le Canada est très riche et qui, pour nous, sont des sources extrêmement importantes dans la transition verte pour toutes les batteries électriques qu'on doit construire. Je crois qu'il faut faire œuvre de pragmatisme là-dessus. Oui, on a besoin d'accords de libre-échange et de toute façon, ces accords, s'ils ne sont pas signés, il y a quand même des accords qui sont signés. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup moins favorables, beaucoup moins bénéfiques sur certaines filières parce qu'il n'y a pas de négociation de quotas, il y a certaines négociations qui ne se font pas sur tel ou tel chapitre. Donc, ils ont lieu quand même. Ici, la question, c'est d'avoir un accord qui soit le plus protecteur possible. Moi, j'entends les difficultés ou les questions qu'il y a eu notamment sur l'importation de viande bovine qui ne respecterait pas les mêmes normes que les nôtres. À ce stade, elles ont été très minimes. Il y en a eu très très peu. Bien évidemment, il faut être vigilant et il faut revoir tous les prochains accords à l'aune justement de ces préoccupations de clauses miroirs et de réciprocité. Mais dans l'attente, c'est un accord qui apporte énormément, beaucoup plus finalement qu'il ne dessert. Donc, à l'avenir, des accords plutôt de plus juste échange, si j'ai bien compris. Exactement, beaucoup plus juste échange. C'est aussi le propre d'un accord. C'est-à-dire que quand on signe, et les avocats, les juristes le savent bien, quand on travaille sur des accords, quand on travaille sur des partenariats, on cherche le gagnant-gagnant, mais c'est aussi parfois une affaire de compromis. Et donc, on y gagne sur certaines choses, peut-être moins sur d'autres. Ça ne veut pas dire qu'il faille effectivement desservir les autres, mais je crois qu'il faut être vigilant à se dire que cet accord, il est très complet. Récemment, il y a eu des négociations pour simplifier dans cet accord du CETA les formalités administratives pour les petites entreprises, pour les PME, pour leur permettre de profiter davantage de cet accord et de ne pas être noyés, qui est un choc de simplification également, et de ne pas être noyés dans toute la paperasse, si je puis dire, lorsque nos entreprises veulent exporter au Canada. Passons aux enjeux du numérique. Le règlement sur les marchés numériques vise à empêcher les abus de position dominante dans l'espace numérique. Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, avait annoncé la fin du Far West numérique. Quelques semaines après l'entrée en vigueur de ce Digital Market Act, ou DMA, la Commission européenne lance des enquêtes pour non-conformité visant Apple, Google et Meta. Une de ces enquêtes porte sur le modèle
paiement ou consentement de Facebook, Instagram, qui impose aux utilisateurs européens de choisir entre consentir à l'utilisation de leurs données personnelles à des fins de publicité ciblées ou bien de payer pour un usage sans publicité. Pouvez-vous nous apporter votre éclairage sur ces enquêtes ? En quoi est-ce que ça va consister ? D'abord revenir sur ce texte historique qui est le DMA, avec l'acte sur les marchés numériques, qui est le pendant marché, donc j'allais dire juste concurrence, level playing field entre les géants et les petites entreprises, et puis le DSA, acte sur les services numériques, qui est l'aspect contenu et puis lutte contre la contrefaçon. Le DMA, vous l'avez effectivement rappelé, exige des contrôleurs d'accès. À ce stade, 6 sont désignés, qu'ils obtiennent le consentement des utilisateurs quand ils ont l'intention de combiner ou d'utiliser de manière croisée leurs données à caractère personnel dans différents services de plateformes essentielles. Et ici, c'est une fausse solution mise en avant par Meta, par Facebook, pour essayer de respecter cette obligation du DMA. Et il y a un problème plus global ici, qui est celui du consentement depuis le RGPD. Les citoyens doivent avoir un vrai choix quand on leur demande leur consentement. Ici, on voit bien ce consentement a été dévoyé par les big tech, qui s'en sont servis pour justifier toujours plus de tracking. Et on clique par défaut sur toutes nos fenêtres qui s'ouvrent sans se rendre vraiment compte de ce à quoi nous consentons. Et c'est d'ailleurs parfois, ça devient tellement simple d'avoir des accès sans devoir cliquer. D'ailleurs, nous, on est un petit peu schizophrénique quand on a envie d'aller regarder des choses. On n'a pas toujours envie de cliquer parce qu'on a l'impression de perdre du temps. Mais ce choix binaire imposé par ce modèle, vous l'avez dit, paiement ou consentement, pay or consent de Meta, de Facebook, finalement, n'offre pas d'alternative. Véritablement, dans les cas où les utilisateurs ne donneraient pas leur consentement et donc ne permet pas d'atteindre l'objectif qui vise à empêcher l'accumulation de données à caractère personnel par les contrôleurs d'accès. Quel consommateur est-ce que vous seriez prête à payer jusqu'à 300 € par an pour éviter d'avoir une surveillance de Meta qui utilise vos données pour toujours plus de publicité ? Ça veut dire qu'en fait, dans les deux cas, vous payez. Vous payez soit avec vos données, soit avec de l'argent. Et qu'est-ce qui est le plus dangereux ? Très honnêtement, je ne sais pas. Meta veut ici reporter le manque à gagner de la publicité liée à cette interdiction sur le consommateur. C'est pas acceptable et la Commission a raison. Elle a lancé, vous avez vu la semaine dernière, 5 enquêtes contre 3 gatekeepers dont Meta pour non-conformité, parce que c'est pas un réel choix offert aux consommateurs. On a aussi des enquêtes en non-conformité sur le self-preferencing, l'autopréférence, qui n'est pas non plus satisfaisante. On le voit bien, il y a quand même ici, on entre finalement dans lourd, si je puis dire, de la mise en œuvre du DMA. On a une régulation qui est très belle, il faut maintenant la faire marcher. Mais concrètement, ces enquêtes sur le terrain, comment ça va se passer ? Bonne question. Alors, ces enquêtes sur le terrain, pour l'instant, il ne faut pas que ce soit David et Goliath. On voit bien que la Commission s'est emparée très vite de ces sujets, David et Goliath, parce que moi, depuis le début, je mets en avant une problématique de ressources qui, en fait, est fondamentale. Alors, les avocats et les juristes qui nous écoutent doivent savoir qu'il n'y aura pas de chômage pour ceux qui travailleront pour les gatekeepers dans les cabinets d'avocats, notamment parisiens anglo-saxons, parce qu'il y a des bataillons d'avocats qui sont en train de travailler pour défendre nos gatekeepers, et c'est bien légitime, je parlais de l'importance de la défense. Mais pour revenir aux problématiques de ressources, elles sont fondamentales, parce que David contre Goliath, c'est à ce stade, au niveau de la Commission européenne, qui, je le rappelle, est la seule et unique compétente, alors certes en coordination, en étroite coopération avec les autorités nationales de la concurrence, mais c'est quand même la Commission qui a une compétence exclusive sur ces gatekeepers en matière de DMA, qui, à ce stade, a 85 personnes sous sa coupe, contre peut-être 3000 personnes, à la fois en interne, juristes internes et avocats, pour simplement un gatekeeper, par exemple Google ou Apple. Et donc, vous voyez bien que là, il y a quand même une asymétrie. L'asymétrie, elle n'est pas juste en termes de qualification ou de ressources qualitatives ou quantitatives, elle est aussi en termes d'information. Et moi, ce qui me trouble ici, c'est cette façon dont les gatekeepers peuvent se livrer à une capture réglementaire du texte, et ils l'ont fait jusqu'à présent, puisque en fait c'est eux qui donnent le là sur l'application
du DMA. Mais je trouve que, et je me félicite de la réactivité de la Commission européenne. Nous, on a eu un échange avec Margrethe Vestager la semaine dernière, avec mes collègues parlementaires européens, tous ceux qui ont été en charge et rapporteurs sur le DMA. Et on sent bien cette volonté d'aller vite, de taper fort et de ne rien exclure. C'est-à-dire qu'on sait que dans les sanctions, on peut aller jusqu'au démantèlement. Vous dites aller vite, et à votre avis, le timing du résultat de ces enquêtes La commission a 12 mois. On espère qu'elle se donne jusqu'à 12 mois et on espère que d'ici là, les choses pourraient avancer parce qu'on a aussi ces deux jambes. C'est l'objet d'une de mes questions que j'avais adressée à Margrethe Vestager, qui était cette bonne articulation, nécessaire articulation entre la régulation ex ante du DMA et la procédure classique des règles de concurrence, notamment article 82. Je crois qu'ici, et notamment, on doit pouvoir avancer également en bonne articulation, en bonne coordination et coopération avec les autorités nationales de concurrence à travers le réseau européen de la concurrence qui vraiment est un réseau le plus abouti, qui fonctionne fantastiquement bien, et on a des autorités. Vous l'avez rappelé, j'ai travaillé aux côtés de Bruno Lasserre dans son cabinet, et l'autorité française de la concurrence sous la présidence de Benoît Cœuré fait un travail formidable. Elle s'est aussi auto-saisie. Alors elle a déjà effectivement rendu des décisions contre les gatekeepers, les GAFAM. Elle s'est aussi auto-saisie de sujets particulièrement importants sur l'IA, les partenariats en lien avec l'IA. Oui, on vient sur justement l'intelligence artificielle. L'AI Act est justement sur le point d'être adopté. Ce texte est à nouveau une première dans le monde qui vient encadrer l'usage de l'intelligence artificielle. Il a été conçu sur un système de hiérarchie des risques. La justice figure parmi les secteurs à haut risque qui font l'objet d'une vigilance particulière, juste après les domaines dans lesquels l'usage de l'IA est prohibé. Quels sont les garde-fous prévus et comment s'assurer de leur bonne application dans le domaine particulièrement sensible de la justice ? Dans le domaine en particulier de la justice, on voit bien que l'IA est une véritable révolution qui touche tous les secteurs et elle va être très utile pour soulager le travail des magistrats, le travail des avocats. J'ai suivi avec intérêt certains, notamment avocats, cabinets d'avocats, qui avaient vraiment mis en place une espèce de cellule IA pour à la fois se servir de l'IA comme d'un outil, comme d'un moyen, mais il faut bien entendu encadrer ces usages et c'est tout le sens de ce règlement sur l'intelligence artificielle qui est également historique parce que c'est la première fois dans le monde qu'une région, en tout cas l'Union européenne, se saisit du sujet en posant des limites justement aux usages de l'IA en fonction du niveau de risque. On est véritablement ici un peu comme le DSA et comme le DMA, c'est-à-dire qu'en fait, plus il y a de risques dans les usages et plus vous avez d'obligations et de responsabilités, voire d'interdiction. Et on a déjà interdit un certain nombre de pratiques comme la police prédictive, comme la reconnaissance des émotions. Et donc, bien évidemment, en parallèle, le déploiement de l'IA dans un domaine à haut risque comme la justice devra faire l'objet d'une étude d'impact préalable sur les droits fondamentaux. Et si l'usage d'une intelligence artificielle viole les droits fondamentaux, alors elle ne sera pas autorisée parce que ce règlement, il est extrêmement important parce que c'est d'abord un règlement qu'on a posé en termes d'éthique. Il a une vraie dimension éthique. Et on a aussi prévu des procédures de recours, c'est-à-dire que les personnes pourront porter plainte auprès des autorités de contrôle nationales. Donc on a aussi un contrôle ex ante et ex post, si vous voulez. Et il sera aussi possible de demander des explications si un logiciel d'intelligence artificielle a un rôle dans une décision juridique ou si ça affecte négativement les droits fondamentaux d'un individu. Tous ces éléments, bien évidemment, l'interdiction de certaines pratiques, la vérification des impacts des logiciels utilisés, toutes les possibilités de contrôle, l'appel des décisions qui pourraient être prises, garantissent finalement une maîtrise de l'utilisation de l'IA dans la justice. Il faut absolument suivre l'évolution de l'IA, en particulier l'IA générative avec ChatGPT, qui est vraiment l'illustration même de l'explosion de l'IA qui fait peur, parce que effectivement, avec un robot qui va être capable de finalement pouvoir tout faire à votre place et risque de vous remplacer. Donc on doit aussi suivre cette évolution technologique pour que juridiquement, on puisse aussi suivre et qu'on soit bien évidemment dans les clous. Et donc ce texte de l'IA, bien évidemment, il fera l'objet de modifications, d'amendements à mesure que l'IA, notamment générative, continuera de nous donner, nous informer, parce qu'on n'en est vraiment qu'au début en ce qui concerne cette révolution IA générative.
Il y a l'exemple de cette affaire du cabinet d'avocats aux États-Unis qui a été mis en cause pour avoir utilisé des jurisprudences fictives qui avaient été générées par l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on peut faire pour que ce type de situation ne se reproduise pas, ne se duplique pas? Au-delà de l'IA, l'utilisation de jurisprudence fictive a peut-être déjà existé. Je ne pense pas que ce soit un cas d'école dans certaines... Enfin là, je m'adresse également à l'avocate en face de moi et aux avocats et juristes qui nous entendent. Quand je dis exister, il y a eu, bien évidemment, c'est le rôle de l'humain de vérifier. C'est là où il y a une différence entre l'IA, et je l'ai rappelé tout à l'heure, comme moyen, comme outil, et non pas comme remplacement de l'homme. Et c'est ça où c'est important. Alors bien évidemment, comme toute révolution, il va falloir essuyer les plâtres et faire en sorte qu'on ne puisse pas se fier à 100% à cet outil. Et ça nécessite effectivement des contrôles. Et je vous ai parlé effectivement de toutes ces garanties en matière de justice notamment, mais ça va s'appliquer dans tous les domaines, c'est-à-dire des garanties ex post, ex ante. Et il y aura forcément des outils peut-être d'IA, vérificateur de la bonne jurisprudence, vous voyez. Mais tout ça est en train véritablement de se mettre en route. L'IA, comme tout tsunami révolutionnel, si je puis dire, est porteur d'opportunités, gain de temps. Je pense pour des magistrats, notamment des avocats, pour faire des recherches. C'est fabuleux quand vous regardez les progrès et en quelques minutes ce que vous pouvez obtenir. Mais les risques associés sont également très importants. Prévenir plutôt que guérir, c'est tout le sens de ce règlement. Oui, parce que si on se place du point de vue du juge également, cet outil lui permet d'économiser du temps, d'accélérer le temps de la justice pour les justiciables, mais il y a plusieurs risques. Remplacer l'intelligence et l'expérience humaine, et puis un risque qui s'annonce de conformisme juridique, avec des jurisprudences qui vont être générées, qui vont être sur une même base. Comment éviter ces dérives ? Moi, je pense que ça, vous ouvrez là un chapitre énorme de discussions qui vont pas manquer de se multiplier dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et c'est des questions qui se posent partout. C'est-à-dire comment cet outil peut être utilisé à bon escient, le mieux possible. Les magistrats font face effectivement à une charge de travail très importante. Et face à ça, bien évidemment, l'IA peut pallier et aider à la recherche, au temps de recherche. Moi, je crois qu'encore une fois, il faut vraiment garder à l'esprit ce côté outil. On est des humains avec une capacité émotionnelle, et ça, je crois que c'est important. Parler des magistrats, mais c'est la même chose pour les avocats, et je reparlais tout à l'heure des personnes qui défendaient. Je crois qu'il faut revenir aussi aux fondamentaux en se disant qu'on est des humains, on n'est pas des machines. Et la différence, elle est bien là. Et effectivement, le risque de conformisme juridique dont vous parliez n'est pas négligeable. Et je crois véritablement qu'on entre dans une ère où il va falloir être très attentif aux dérives, aux dangers, à l'exclusion de certaines personnes qui pourraient effectivement d'emplois, qui se verraient complètement dépossédées de leur travail parce que l'IA pourrait faire le travail à leur place. Mais à l'inverse, c'est peut-être aussi des sources d'opportunités et il faut laisser personne de côté. Et c'est pour ça que ce règlement sur l'IA, il est extrêmement fondamental parce qu'il est d'abord fondateur historique en ce qu'il est unique au monde, je l'ai dit, et il pose les bases d'une IA éthique. En disant à ce stade, et les bases, l'esprit également, à ce stade, il y a des IA qui sont totalement interdites, je l'ai dit tout à l'heure, la reconnaissance faciale notamment, on ne va pas tomber dans les travers chinois du tout contrôle tout le temps, partout, et de tout le monde. Mais par ailleurs, on ne va pas non plus tomber dans le toute liberté sur l'IA où on n'interdirait rien parce que justement, on se rend compte qu'on a pris trop de retard par rapport aux géants du numérique qui maintenant sont principalement américains et qui nous dépassent et dont on voit qu'en Europe, on n'a pas de champions européens qui ont pu émerger. Cette législature touche à sa fin. Quel est le succès législatif dont vous êtes la plus fière ?
J'en ai parlé tout à l'heure, alors il y en a beaucoup, mais c'est vraiment le DMA, parce que je pense que, et le DSA, parce que je pense que c'est véritablement le premier étage de la fusée de notre espace numérique européen. Il n'est pas suffisant, mais il était temps de mettre fin au Far West. Et quand on est arrivé en 2019, c'était véritablement cette question qui se posait de savoir comment on pouvait faire. On sentait que là, le droit de la concurrence n'était plus adapté, était trop tardif, c'était trop cher, trop chronophage, qu'on n'avait pas les moyens de dire stop. Et la crise, notamment du Covid, a été finalement l'accélérateur de cette tendance vers la transition numérique et vers le fait de refixer de nouvelles règles, de fixer de nouvelles règles, parce que vous vous souvenez que pendant le Covid, heureusement qu'on pouvait acheter en ligne, mais ces achats en ligne, compte tenu du confinement, ont renforcé les géants du numérique et les petites entreprises qui, pour éviter de fermer et de faire faillite, devaient absolument vendre en ligne, se sont retrouvés complètement étranglés et encore plus. Et donc, se sont retrouvés les dindons de la farce face aux géants qui étaient les grands gagnants. Et ça a été véritablement l'aspect salvateur, j'allais dire, de la crise et des crises qui nous ont permis de nous dire il faut absolument réagir. Et sous présidence française de l'Union européenne, le DMA et le DSA ont pu être votés. Et donc, ça ne suffit pas, bien évidemment. Il faut maintenant les appliquer sans que la main ne tremble, et puis au plus vite, et puis maintenant continuer sur un autre point fondamental, l'émergence de champions européens qui doit passer notamment par un financement à la fois public, on a parlé des PIEC, on a parlé des aides d'État, mais également un financement privé. Et c'est tout le sens de mon rapport qui a été voté il y a 15 jours en commission Affaires économiques et monétaires pour muscler l'union des marchés de capitaux sur la stratégie d'investissement de détail qui consiste à inciter tout un chacun, tous les citoyens européens, investisseurs de détail, à investir justement dans les marchés plutôt que d'épargner. Pour les prochaines élections européennes, la liste que vous soutenez, menée par Valérie Ayé, s'intitule « Besoins d'Europe ». Dans le domaine de la justice, quels sont selon vous les besoins d'Europe ? Moi, je pense que dans le domaine de la justice, il faut une meilleure harmonisation de nombreux droits. J'ai parlé tout à l'heure de l'union des marchés de capitaux, mais je crois que notre marché unique souffre de fragmentation. On a parlé de champions européens, on a parlé de souveraineté. Et je crois que un des blocages pour nos PME, notamment, qui représentent plus de 95% des entreprises en Europe, c'est la fragmentation et c'est le fait de ne pas avoir un guichet unique, c'est le fait d'être face à 27 droits différents en matière d'insolvabilité, en matière fiscale, en matière d'action collective également, où j'aimerais beaucoup voir cette jambe action privée beaucoup plus déployée. Alors je sais qu'on a eu un texte et une directive sur les actions collectives en 2020, donc qui doit être transposée maintenant, je crois, par une grande majorité d'États. Mais je crois que ce qui est vraiment important, c'est permettre aux entreprises à la fois de s'ouvrir davantage, d'avoir accès à un marché unique et le sécuriser juridiquement. Et pour le sécuriser juridiquement, il faudrait une meilleure harmonisation de nombreux droits. Une dernière question pour conclure. Comment redonner envie d'Europe aux professionnels du droit ? Je crois qu'il faut les associer davantage encore et encore plus en amont aux discussions que nous avons. Les professionnels du droit sont souvent vus comme peut-être des juges qui sont là en dernière instance, si je puis dire, et qui sont peut-être consultés trop à la fin, voire pas suffisamment, certains me le disent. Et moi, j'ai eu à cœur, et je vous remercie également de m'inviter, parce que avec notamment les anciens confrères avocats, de discuter régulièrement sur les sujets que je portais et de toujours avoir à l'esprit leurs contraintes, leurs intérêts, leurs travaux, les prendre ou non en compte, mais en tout cas d'avoir cet échange perpétuel. Le dialogue, il doit être constant et il doit être permanent et le plus en amont possible parce que les professionnels du droit sont extrêmement importants et majeurs dans cette union qui est d'abord avant tout une union de droits fondamentaux et de valeurs qu'on porte toutes et tous. Merci Stéphanie Ancourtin. Merci beaucoup de votre invitation. C'était l'Europe à la barre. Rendez-vous dans les prochains épisodes pour découvrir les témoignages et éclairages de celles et ceux qui font l'Europe du droit.